Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. Scène de Presse, c'est votre plateforme de débat dominical sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté. Au menu de ce 443e numéro, pour qui roule Radio France Internationale, la question tarot des esprits suite au communiqué du ministre de la Communication du 4 octobre dernier, communiqué dans lequel Issa Chiroma Bakari fustige le traitement que RFI fait de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le ministre de la Communication parle, je cite, d'attaques abjectes et répétitives de RFI contre le Cameroun sous le couvert d'interviews de personnes hostiles à la paix, à l'unité et à la stabilité de notre pays. Fin de citation. Cette sortie du ministre de la Communication intervient alors que sur place au Cameroun, le CNC appelle les journalistes à la retenue et à la responsabilité. Ce soir, nos invités décryptent la posture éditoriale de RFI et déroulent sur la communication de crise. Seigneurs de la craie, ils le sont à la fin de la formation, mais le demeurent-ils? La question s'est encore posée jeudi dernier, 5 octobre, journée mondiale des enseignants. Placée sous le thème « Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants », cette 23e édition remet au goût du jour la problématique de la désertion des salles de classe par les enseignants. Pourquoi? Notre panel piste les réponses ce soir. Également au menu de votre émission ce soir, vos rubriques habituelles, la revue de presse de Daniel Menanga en zooming, arrêt sur ces tuteurs de la connaissance qui ont abandonné la craie. Mais avant, faisons connaissance avec nos invités du soir sous la plume de Christelle Avom. Félix Zogo est inspecteur général au ministère de la Communication et SG par intérim. Précédemment conseiller technique numéro 1, le maître de conférence est un bureaucrate invétéré. Homme des médias, Félix Zogo aime également arborer sa casquette d'universitaire. Docteur en sciences de l'information et de la communication, il a été enseignant à l'ESTIC. Il est expert en communication politique et communication gouvernementale. Nta Habitant Jean est chargé de cours à l'ESTIC. Journaliste principal hors échelle, il est diplômé de l'ESTI en 1988. Chercheur à l'unité de formation doctorale, Jean Nta Habitant est sous-directeur de l'information au MINREX. S'il est expert en communication institutionnelle et en relations publiques, ses nombreux stages dans des groupes de médias font de lui un expert en pratique du journalisme. Il nous instruira sur comment communiquer en période de crise. Jackson JK est journaliste diplômé de l'ESJ de Lille. En 2001, option télévision. Titulaire d'une licence en sciences économiques, il a été directeur général de Canal+ Afrique. Si depuis 2013, il est consultant international en audiovisuel, il faut préciser qu'il a été chargé d'études pour l'audiovisuel à l'Organisation internationale de la francophonie. Paul Ambiono est professeur de philosophie. Professeur des lycées et collèges hors échelle, il est le censeur du lycée de Nguetsambana, Ombessa. Chevalier des palmes académiques, il est titulaire d'un DEA en philosophie. D'ailleurs, il prépare une thèse de philosophie sur l'ontologie de Nietzsche à l'université de Yaoundé 1. Il est le chargé de la communication au Syndicat national autonome de l'éducation et de la formation. Merci Christelle. Nos invités répondent tous présents et place nette à la première une de ce débat. Nous parlons de la posture éditoriale de Radio France Internationale suite au communiqué du ministre de la Communication qui fustige, on l'a dit à l'entame de cette émission, qui fustige donc le traitement que cette chaîne de radio fait de l'actualité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Professeur Félix Zogo, bonsoir. Bonsoir. Alors, que reprochez-vous au ministère de la Communication, que reprochez-vous à Radio France Internationale? On reproche simplement à Radio France Internationale de faire son travail dans un sens qui aille à l'encontre des intérêts du Cameroun. Donc, nous comprenons très bien que Radio France Internationale puisse avoir une position éditoriale, peut-être même idéologique, mais dès lors que cela heurte la sensibilité, mais surtout les intérêts
supérieur de la nation camerounaise, et il revient au pouvoir public camerounais, et même à tout Camerounais, même aux journalistes camerounais, de s'en offusquer. En tout cas, le gouvernement, lui, a pris ses responsabilités. Nous notons simplement que ce n'est pas la première fois, de toutes les façons, que RFI a une posture pareille lorsque nous sommes en situation de crise. Les occurrences sont légion. Donc, particulièrement en ce qui concerne cette situation, cette crise, on a d'abord vu des genres que je pourrais appeler des genres d'opinion. Et là, effectivement, lorsque on fait une chronique ou un éditorial, on exprime, je pense, la position du média, et à partir de ce moment-là, le journaliste est dédouané. Le journaliste est dédouané parce que, en réalité, ça aurait encore été peut-être un récit, peut-être une enquête, peut-être un reportage qui privilégie les faits, on l'aurait compris, mais dès lors qu'il s'agit d'un éditorial, par exemple, eh bien, on sait que c'est la position du média. Maintenant, les revues de presse, alors là, c'est une mascarade journalistique inqualifiable et incompréhensible de la part d'un média de l'envergure de RFI, lorsque d'abord 2 jours, en 2 jours successifs, eh bien c'est le même sujet, c'est la crise anglophone au Cameroun, et ensuite ce sont les mêmes médias, le même pays, venant du même pays, sans aucun regard pour les médias même. Vous nous dites souvent, vous les journalistes, bon, le mort kilométrique, donc je pense que les médias camerounais sont plus prompts à traiter de cette question, parce qu'ils la vivent au quotidien, que les médias burkinabés. Donc tout cela l'un dans l'autre a fait penser qu'il fallait quand même exprimer cette désapprobation. Maintenant on va voir comment ils vont réagir. On a pu noter que vers la fin de la semaine, il y a une tentative de rééquilibrage. Nous les encourageons à faire pareil. Nous leur demandons. Alors vous souhaitez que les journalistes, que tout le monde s'offusque de ce traitement, notamment les journalistes camerounais, mais les journalistes camerounais pourraient également vous rétorquer que il vous est bien arrivé de faire, je vais dire, ami-ami avec cette radio-là, et parfois au détriment des médias locaux. Pourquoi aujourd'hui voulez-vous que les médias locaux vous accompagnent dans, j'ai pas envie dans cette bataille-là? Aucun journaliste ne saurait être l'ami de personne. Le seul ami du journaliste, c'est sa conscience. Ce sont les faits qu'il observe, et puis la position éditoriale du média qu'il emploie. Nous disons simplement, bon voilà, RFI est le bienvenu au Cameroun. Le Cameroun est le seul pays, je dis bien le seul pays au monde où RFI est installé avec 6 fréquences. 6, pas moins de 6. En France même, son pays d'appartenance, RFI n'émet qu'à Paris et à Lyon. Encore qu'à Lyon, c'est relativement récemment. Donc, oui, la France est un ami, est un pays ami du Cameroun. RFI est un média de service public. Et lorsque l'ambassadeur de France plaide pour la diffusion de RFI en bande FM au Cameroun, eh bien, au nom de cette amitié, eh bien, on donne suite à cela. Donc, maintenant, cela ne l'empêche pas de RFI de faire son travail. Nous nous en offusquons quand il ne fait plus son travail, 1, et 2, lorsque cela heurte les intérêts de notre nation. J'observe simplement, et aux permissions, que RFI est pratiquement le seul média qui a très souvent maille à partir avec les gouvernements, notamment dans les pays africains. On peut se poser la question de savoir pourquoi les pays RFI... de l'ancien précaré français, il faut oui, pour la plupart. Pourquoi pas RFI, pourquoi RFI, pourquoi pas BBC, pourquoi pas, je dirais même dans une certaine mesure, des médias transafricains comme Vox Africa, etc., etc. On peut se poser cette question. Alors, Jackson Diké, vous avez également suivi ce communiqué. Bonsoir. Déjà, vous avez suivi ce communiqué du ministre de la Communication. Quel commentaire ce communiqué vous suggère-t-il? Non, moi je peux tout simplement dire qu'un média est vecteur d'une idéologie environnante. Moi j'ai travaillé chez RFI, à la fin de ma formation. Je sais un peu comment ça se passe. Donc généralement il y a un environnement dans lequel les journalistes évoluent, et ça peut amener
qu'il y ait des prises de position, sans que le journaliste ne sente véritablement qu'il est en train d'aller dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est tout un conditionnement qui se fait depuis là-bas. Vous savez, RFI, c'est pas une radio comme les autres. C'est un instrument de la diplomatie française. C'est une radio qui Alors, si je vous suis, si je suis votre raisonnement, cette posture éditoriale épouse la posture de l'Élysée, c'est ça? Moi, non, je ne vais pas dire la posture de l'Élysée, mais je pense que c'est un peu une vision française, voilà, de ce qui se passe au Cameroun. Et c'est pas simplement les gouvernants, c'est tout l'environnement. Vous savez, quand vous êtes dans un pays comme la France, où on sait que, voilà, si on ne voit pas le chef de l'État pendant 2 jours, il y a un problème. Bon, vous savez, vous pensez que c'est pareil partout. Parce que c'est l'idéologie environnante qui fait que, bon, voilà, le président, on ne l'a pas vu pendant 2 jours, donc il y a un problème. Alors qu'ici au Cameroun, on sait bien que le président peut travailler ailleurs, voilà. Donc, c'est un environnement qui conditionne les journalistes, qui amène à prendre des positions. Maintenant, après, ce qu'on peut demander aux journalistes de RFI, c'est d'être totalement journaliste, c'est-à-dire que d'évoluer comme nous autres, d'évoluer comme ils pourraient évoluer dans l'environnement français. Même si c'est un environnement, du moment où ils ont fait le choix d'être des journalistes qui traitent de l'actualité internationale, qu'ils essayent de se mettre dans le moule international, dans le moule de ces pays, et un regard beaucoup plus nuancé, beaucoup plus équilibré. On a l'impression que c'est toujours un regard qui est influencé par la manière de voir de la France, alors qu'il devrait plutôt faire un travail beaucoup plus journalistique. Télésphore Bisdo, bonsoir. Bonsoir Lucrèce. Alors, vous avez également le sentiment que RFI fait dans l'hyperbole, dans la surenchère? Vous ne voulez pas parler de sensationnalisme parce que vous supposez qu'ils sont parfois mieux formés que nous. Eh bien, ils font dans le sensationnalisme. Regardez RFI, Radio Foot International, Ahmad Kalkaba Malboum, Issa Ayatou. C'était du sensationnalisme. La seule place où RFI accorde, je veux dire une plage simple au Cameroun, c'est peut-être la couleur tropicale pour diffuser nos musiques. Pour le reste, RFI reste le post-colonial. C'est cela son nom au départ. Par conséquent, je n'en attends pas mieux parce que le média, c'est très exactement le message ici. Ce qu'on peut regretter, c'est la réaction, parce que la réaction en communication est presque toujours un peu fautive. Il faut être proactif et le sens de l'anticipation ici nous demande d'introduire les media literacies, l'éducation à la consommation médiatique. Alors, si vous dites à l'élève, aux citoyens camerounais que, écoutez, RFI appartient au Quai d'Orsay et n'appartient pas à la maison du ministère de la Culture, ministère de la Communication en France, mais ils vont commencer à comprendre que non, ils produisent un message à destin. Et cette vocation-là est celle de la déstabilisation des pouvoirs africains. Vous pouvez parler du Cameroun, mais je n'ose pas vous parler de la situation d'Ali Bongo au Nimba, au Gabon tout à fait voisin. C'est la même cabale. Un tas habitant, bonsoir. Bonsoir. En tant que professionnel de la communication, quel grief pourrez-vous faire à RFI, porter contre ces traitements que RFI fait de l'actualité camerounaise, de l'actualité précisément dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Aucun, tout simplement pour une simple raison. Le ministre de la communication est dans son rôle. Il est porte-parole. RFI est dans son rôle également? Oui, RFI est dans son rôle. Le ministre de la communication est porte-parole du gouvernement. Il réagit à tout ce qui concerne le gouvernement, que ce soit les propos de RFI ou bien d'une agence de notation, que ce soit Human Rights Watch ou autre. Bien. Mais maintenant, le procès contre RFI, je me demande si on ne s'adresse pas, on ne se trompe pas de cible, puisque RFI, c'est un média. Et les journalistes font leur travail, tout média a une ligne éditoriale et une prise de position sur une question. RFI a pris une position à travers une posture éditoriale sur une question donnée dans un pays donné. M. Ndiké le rappelle, c'est un instrument du ministère des Affaires étrangères. Mais pourquoi le gouvernement, à travers son porte-parole, s'en prend à RFI ou s'attaque à RFI?
dès lors qu'on sait que RFI, c'est quand même un instrument du gouvernement français. Il devait avoir une réaction de gouvernement à gouvernement, pas de gouvernement à médias. C'est-à-dire que quand RFI veut avoir les chiffres fréquences dont parle le conseiller technique, c'est le gouvernement français, c'est l'ambassade de France qui intervient pour demander, pour faire ci. Quand RFI fait ses bourdes entre guillemets, on ne s'adresse pas à l'ambassadeur de France ou au gouvernement français, on s'adresse à RFI directement. Moi je me souviens il y a quelques années quand il y avait l'affaire Pascal Crop dans l'événement du jeudi, un ministre des Affaires étrangères de l'époque français qui s'appelait Guy Pen, il a été interpellé étant en visite ici au Cameroun, au palais de l'Unité. Sa réponse a été, ben écoutez monsieur, les médias sont libres en France. Et ce que dit un média français n'engage pas le gouvernement français. C'est ce qu'il a dit. Et je suis sûr, si vous interpellez une autorité française sur cette question, il vous dira les médias sont libres chez nous. Et ce que dit RFI n'engage pas le gouvernement français. Alors, professeur, je voudrais quand même qu'on s'arrête sur quelques propos qui sont ressortis de ces communications de RFI-là, qui parlent de l'incapacité du président de la République à dialoguer. Pour les Camerounais que nous sommes et qui vivons ici, on peut quand même s'interroger peut-être. Et lorsqu'on parle de ces régions, lorsque RFI plaint le sort des régions anglophones qui sont ostracisées et méprisées, il y a quand même de quoi se poser des questions. Oui, mais il porte un avis, c'est-à-dire, je suis d'accord avec le conseiller. Un avis qui, selon vous, n'est pas biaisé. Est-ce que ce n'est pas une lecture partisane de la situation? On peut noter qu'il y a, c'est-à-dire, l'information est essentiellement contradictoire. Et il faut toujours équilibrer. Si vous donnez la parole à une partie, il faut donner la parole à la partie adverse. C'est le B.A.B. sur les mêmes questions et peut-être dans le même temps et dans les mêmes formats et dans les mêmes schémas. Ça, on peut noter que RFI ne fait pas toujours cela. Ça, on écoute RFI tous les jours. Je veux vous dire, moi j'écoute RFI avec une autre oreille. Quand RFI parle du Cameroun, quel que soit le sujet qu'on traite au Cameroun, ils ont 2 ou 3 choses à glisser dans l'information qu'on donne. Quand on a rappelé que ce président-là a déjà fait plus de 30 ans de pouvoir, qu'il a plus de 80 ans, et que dans ce pays-là, on condamne l'homosexualité, on a fait le tour de la question. C'est tout ce qu'ils veulent dire. Et évidemment, c'est ce qu'ils veulent passer. Donc, on enveloppe ça dans d'autres. Il y a également un troisième élément, c'est la mise aux arrêts du correspondant Aoussa de RFI. Oui, la mise aux arrêts du correspondant, évidemment, ça leur donne, chaque fois que l'audience doit passer, ils disent, ça rappelle effectivement ce genre de choses. Si on a un pays où on met des journalistes en prison, on ne s'arrête pas là. Il faut qu'on ajoute que ce pays est gouverné par la même personne depuis 30 ans et que cette personne a plus de 80 ans et que dans ce pays, les homosexuels n'ont pas droit de citer. Alors, quand on a fait ça, voilà le Cameroun, voilà le schéma du Cameroun que RFI dresse. Alors, Félix Zogo, est-ce que la crise dans les régions anglophones n'a pas atteint un niveau qui appelle un monitoring international de la communauté internationale et donc également de RFI? RFI ne fait pas partie de la communauté internationale au plan politique. RFI, le docteur Ntal l'a rappelé, est un média. Et un média, ce n'est pas une entité politique. Mais pour répondre à votre question, d'abord sur le fait que la crise aurait atteint une dimension internationale, oui. Peut-être même qu'elle est partie de l'international pour arriver ici, mais ce n'est pas ça le sujet, puisque le sujet ce n'est pas la crise, c'est le traitement que RFI fait de la crise. Maintenant, est-ce que cela autorise donc RFI, qui est un média, à fouler ainsi aux pieds les règles de base du journalisme? Je dis non, tant que c'est du journalisme. Mais RFI n'est pas dans le journalisme. Quoique média. RFI est une agence de communication stratégique pour la France. Il y a donc un mélange de gens entre une agence de communication stratégique à l'international. D'ailleurs, le grand groupe s'appelait la holding s'appelait il y a quelque temps
audiovisuel extérieur de la France. Pourquoi audiovisuel extérieur? Parce qu'il y a une démarche à l'intérieur. Je vous signale que peut-être que Jackson va le confirmer, mais quand moi j'étais encore étudiant à l'Institut français de presse, les journalistes de RFI n'étaient pas éligibles à la carte de presse en France. C'est très récemment, après un puissant lobbying d'ailleurs, qu'on a finalement, vraiment, la mort dans l'âme, accepté en France que ces gens-là puissent faire partie de la communauté journalistique. Ça, c'est un fait. Je sais que ça ne leur fera pas plaisir, mais c'est un fait. Alors, donc, c'est pour dire que, bon, RFI se présente comme un média, mais il n'en est pas un. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Babizo. Oui, effectivement, il faudrait qu'on cesse de penser que, eh bien, la parole qui vient de RFI est une parole d'évangile. Mais comment le faire? Parce que RFI, dans RFI à France, et nous avons, au-delà de ce que vous recommandez fort opportunément, ça veut dire la proactivité, il y a une question d'état d'esprit de coloniser. C'est-à-dire que, écoutez, lorsqu'on vous dit, par exemple, qu'une caméra qui est fabriquée dans un pays aujourd'hui qui est l'un des premiers, l'une des figure de proue de l'économie mondiale comme la Chine est forcément de mauvaise qualité parce qu'elle est fabriquée en Chine et pas en France, les gens croient. On vous appelle cela des chinoiseries, ce qui est faux. Ceux qui vont en Chine reviennent avec une autre idée. Donc derrière, il y a tout un conditionnement qui est un conditionnement, j'allais dire, culturel. Mais la faute à qui? La faute à qui? Est-ce que nous ne sommes pas, je pose cette question à Télésor Babizo notamment, la faute à qui si RFI occupe autant d'espace dans notre paysage médiatique local, c'est bien nous qui donnons tout cet espace-là. RFI, c'est nous qui lui accordons tout ce crédit-là. Tout à fait. La vérité, c'est que nous avons l'impression que lorsque nous consommons l'extérieur, eh bien cela a de la valeur. Alors que normalement, s'il y avait dans ces media literacies, chacun saurait que écouter au départ la radio de son quartier, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. La loi du monde kilométrique. Tout à fait. Tout à fait, cela serait en train d'éduquer presque tout le monde. Cela ne recommande pas pour autant le rejet de RFI, le rejet total, parce que par ailleurs, il y a un contenu informationnel, un contenu pratique qui nous embobine même en réalité. Les émissions sur la santé, les émissions sur la société, en général ça marche, mais dès qu'on parle d'appel sur l'actualité, les choses commencent à se corser pour généralement dans les nations africaines. Et donc c'est un peu la faute à nous-mêmes, apprendre à consommer nos modèles à nous et éviter d'extérioriser que tout ce qui est meilleur vienne forcément d'ailleurs. Jackson Diké. Oui, je pense que nous devons construire des médias nationaux forts. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces médias qui travaillent pour une idéologie essayent de nous imposer cette idéologie. Si nous, on n'a pas des médias en retour qui peuvent résister à cela, qui peuvent transmettre l'idéologie qui est la nôtre, on sera battu. Donc aujourd'hui, quand vous voyez un média comme RFI, qui arrivent dans un pays, là-bas, ils sont bien conscients de l'effet qu'ils font. Ça, c'est sûr. Ils vous disent, bon, le Cameroun a encore la chance d'avoir libéralisé son environnement très tôt. Donc, ça fait qu'il y a vraiment de la concurrence. L'effet est beaucoup moindre au Cameroun qu'ailleurs, que dans d'autres pays. Mais il faut que les gouvernants camerounais comprennent que nous devons avoir des médias forts. Parce que quand on a établi un consensus national, ici, tous les médias quasiment ont adhéré à ce consensus. Nous sommes tous consensus national. Ici, tous les médias quasiment ont adhéré à ce consensus. Nous sommes tous d'accord que la question de la sécession ne se pose pas ou est analysée quand même avec des pincettes. Mais ailleurs, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas que des médias qui pensent autrement puissent imposer ça chez nous. C'est-à-dire que si vous êtes en France aujourd'hui, vous commencez à avoir des doutes sur les attentats. Si vous êtes un média français, vous dites, ah oui, voilà, vraiment ces attentats, il faut connexion. On vous met au banc de la communauté journalistique. Parce que là-bas, il y a un consensus sur ces questions. Nous, on a établi notre consensus ici, mais il se trouve qu'on a donné beaucoup de force à un média qui, lui, n'obéit pas à ce consensus et qui peut fragiliser tout l'ensemble.
C'est entendu, nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de presse pour revisiter l'actualité de la semaine. Et c'est dans cette revue de presse que signe Daniel Menanga. La paix retrouvée, un acquis à consolider. Cameroun Tribune observe que la vie a repris son cours normal depuis 5 jours au nord-ouest et au sud-ouest. Mais mutation sent une pression s'accentuer sur Yaoundé. À la suite de l'ONU, les États-Unis demandent que la lumière soit faite sur les violences du 1er octobre 2017. Le jour fait se confronter les chiffres des morts du 1er octobre. 11 pour le gouverneur de la région du Nord-Ouest, 17 pour Amnesty International. Le Messager, lui, soutient qu'au moins 100 manifestants ont été tués ce fameux 1er octobre. L'intox s'est incontestablement glissé dans le traitement médiatique des événements. Le porte-parole du gouvernement tranche 10 morts dimanche dernier. Mais l'unité des Camerounais face à la menace de sécession est forte. We are one, affiche Cameroun Tribune. 11 pages spéciales consacrées à la mobilisation pour le vivre ensemble. Et c'est ensemble que les enseignants remettent en question leurs conditions de travail. Écho dans les colonnes du jour. La 23e édition de la Journée mondiale des enseignants fait ressentir à mutation l'insécurité et la frayeur des seigneurs de la craie. Malgré les revendications, le quotidien de l'économie enregistre une petite victoire. 883 enseignants fait chevalier des palmes académiques. Merci Daniel Menanga. Retour sur le plateau pour continuer le débat. Habitant, cette crise anglophone ne remet-elle pas au goût du jour la communication? Comment les journalistes doivent communiquer en cette période-ci? Je précise que le CNC a fait une sortie cette semaine pour appeler les journalistes à plus de retenue, à plus de responsabilité. Comment nous, journalistes, devons-nous communiquer en cette période? D'abord, moi, j'attends pas d'un journaliste qui communique sur la crise anglophone. J'attends des journalistes qui informent son public sur ce qui se passe sur le terrain. Parce que ceux qui communiquent sur la crise anglophone sont par exemple les gouvernants, c'est-à-dire le ministre de la Communication communique sur la crise anglophone. Un journaliste, on attend tout simplement de lui qu'il fasse son travail. Le 1er octobre, on l'a annoncé, un 1er octobre de tous les dangers, de toutes sortes de choses, rendre compte de ce qui s'est passé sur le terrain, objectivement, avec la possibilité de pouvoir traiter de manière contradictoire l'information. C'est ce que moi j'attends du journaliste. Évidemment, le CNC a fait des sorties. J'ai vu sur des plateaux de télévision des gens appeler à la violence, à la haine tribale. D'abord, quand quelqu'un s'adresse, il dit les anglophones, ils font ceci, il faut qu'on fasse des rafles dans les quartiers des anglophones, ce genre de choses. Je ne suis pas sûr que ce qui se passe dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, tous les anglophones soient d'accord. Que les enfants n'aillent pas à l'école. Que des bombes explosent. Que des bombes explosent, que l'on brûle le drapeau du Cameroun, que l'on hisse un autre drapeau, que l'on parle de sécession. Je ne suis pas sûr que tous les anglophones soient d'accord. Donc, quand on prend la parole sur cette question-là, vraiment, de grâce, il ne faut pas penser que les anglophones sont... Non, vous ne pouvez pas commencer par dire les anglophones, les anglophones, les anglophones. Les anglophones, ce n'est pas une ethnie au Cameroun. Ce n'est pas une tribu. Donc, et même si c'était cela, on n'indexe pas et on n'adresse pas les questions de cette manière-là. Donc, le CNC, ce qui est attendu minimalement de lui, d'après sa manière de fonctionner, serait qu'il s'auto-saisisse, s'il n'est déjà pas saisi, justement de ce type de questions, parce que on ne peut pas, ce que j'ai entendu sur certains médias, on ne devrait pas laisser passer cela. Le journaliste doit traiter la question anglophone comme n'importe quelle autre information, donner la parole. Donc, malheureusement, les gens qui eux, se présentent comme sécessionnistes,
je ne suis pas sûr qu'il puisse même recevoir des journalistes, un journaliste qui veut vraiment faire son travail, parce qu'ils ont utilisé d'autres moyens, ils ont envahi les réseaux sociaux. J'ai reçu des messages où quelqu'un dit, je vous parle d'Afrique du Sud, Camerounais, il fait comme un discours à la nation, ainsi de suite. Alors, parlons justement des réseaux sociaux, que la communication traditionnelle, telle qu'elle se déroule jusqu'ici, n'a pas montré quelque peu des faiblesses. Vous savez, vous dites les réseaux sociaux, non, ce n'est pas les réseaux sociaux, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui sont en cause, à mon sens. Ce sont les appropriations qu'on en fait. Alors le gouvernement ne peut-il pas s'approprier ces réseaux sociaux-là pour communiquer? Je suis en train d'y venir. On parle d'avoir envahi les réseaux sociaux par les sécessionnistes. On l'a relevé, c'est vrai qu'ils l'ont fait. Mais c'est un boomerang. C'est une arme à double tranchant. Parce qu'il faut bien se fier toujours se fier à ce qui est réel. Et ce qui est réel, ce sont les faits. Parce que le public ne s'y trompe, finit par toujours retomber sur ses deux pieds et retrouver la vérité. Car ce dont ces gens-là, toute la propagande, toutes les manœuvres d'intoxication dont ils font preuve sur les réseaux sociaux, eh bien, cela peut jouer peut-être face à un public crédule, naïf à un moment donné. C'est peut-être le cas. Mais c'est sur la durée. C'est sur la durée. Même les réseaux sociaux, même vous savez, les médias d'une manière générale, ils ont des phases. Nous sommes en phase de... Même déjà, je pense qu'on a amorcé le déclin en termes d'impact des réseaux sociaux. On a amorcé parce qu'on a dépassé la phase de la fascination. Et on est parce qu'aujourd'hui, la crédibilité des réseaux sociaux est remise en cause. Mais vous me posez la question de savoir, quand bien même le gouvernement aura une stratégie en matière on va dire, de médias... d'une manière générale, les médias cybernétiques et donc les réseaux sociaux, ce ne sera jamais pour faire ce que, n'est-ce pas, ce que cela font en face. Par exemple, il faut regretter une chose. Vous avez vu, docteur Nta, comment on évoque, vous-même, comment on évoque avec vraiment une certaine... On est un peu mal à l'aise quand on parle d'une crise anglophone. On ne peut pas parler d'une crise anglophone et dire que cette question ne concerne pas les anglophones. C'est parce qu'on nous a imposé, justement, à travers une telle approche de contenu, une telle approche du discours, le fait que ce soit une crise anglophone. Il n'y a pas de crise anglophone, il y a une crise sécessionniste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont dit partition du territoire et sont passés à la violence. Donc, on a besoin de recul. Le gouvernement a besoin d'avoir pris le recul, de prendre ce recul, parce que d'abord c'est un phénomène nouveau, c'est un problème générationnel aussi, faut le dire, parce que, écoutez, même moi qui vous parle, je n'ai pas peur de vous dire qu'il n'y a pas longtemps que j'ai un compte WhatsApp, parce que ça s'est imposé à un moment donné, je ne pouvais pas faire autrement que de ne pas, moi qui ne suis pas le plus... on va dire le plus sénile de tous les fonctionnaires du Cameroun. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement va s'adapter. C'est un phénomène nouveau. Eh bien, on l'attendait, on le voyait venir. Maintenant, on l'a suffisamment maîtrisé. Et rassurez-vous, du CRES, dans les semaines qui viennent, vous verrez très bien que le gouvernement vous aura entendu. Alors, Jackson Dickens, je vous pose la même question. On a vu tout le matraquage médiatique qu'il y a eu via les réseaux sociaux. Les activistes ont utilisé ce canal-là pour diffuser leur message. Comme je le demandais tantôt, professeur Félix Zogo, est-ce qu'il est temps que le gouvernement, lui aussi d'une manière ou d'une autre, change ses canaux de communication? Oui, il est plus que temps. Il est vraiment plus que temps parce que moi je fais le constat vraiment d'un échec de la stratégie communicationnelle du gouvernement jusqu'à ce moment-ci. Parce que vraiment, ceux qui sont aujourd'hui à la base des mouvements qu'on a commencé à découvrir il y a un an, ont investi les milieux de la communication, notamment au niveau international.
On sait que notre communication au niveau international est aussi portée par la diplomatie, donc peut-être c'est un système qui est assez lourd, mais je le dis, je reviens là il y a une semaine vraiment d'un tour en Europe et je rencontre beaucoup les médias et tout le reste. Je constate qu'il y a un vrai déficit de communication de nos gouvernants. Je pense qu'il faut aujourd'hui, il est plus que temps que le gouvernement se réveille, mette sur pied une stratégie claire, agressive et investisse tout, que ce soit les réseaux sociaux, les médias, que ce soit institutionnels, privés, publics, tous ces médias. Il ne faut pas laisser le terrain à ces autres, parce que eux, ils occupent véritablement des terrains. Parce que quand vous arrivez dans un média et vous discutez peut-être avec un de vos amis journalistes, dès que vous voyez l'orientation de ces questions, vous sentez qu'avant vous, il y a quelqu'un qui est passé et que personne derrière n'est venu présenter notre position. Voilà, donc c'est vraiment, de mon point de vue, je pense qu'il est plus que temps que le gouvernement se réveille davantage sur la question. Quel est son Babizo? Oui, j'ai peur d'une chose. Aujourd'hui, lorsque vous avez votre collègue, vous avez peur de dire anglophone. Cela résonne comme une insulte. Cela résonne comme si on réveillait le conflit. Et de la même manière, beaucoup de confrères aujourd'hui ne vont pas vous dire je suis anglophone, ils vont vous dire I'm English speaking. Ou alors je suis camerounais d'expression anglaise. Pour éviter cela, évidemment, le conflit, lui, il est déjà présent. Et il est présent parce qu'au départ, on a négligé la question linguistique. Nous partons du Cameroun avec K. Beaucoup l'ont oublié, le Cameroun allemand. Si nous avions suffisamment éduqué nos populations, nous savons que l'impact médiatique n'est plus ce qu'il était dans le temps, mais il reste quand même des influences. Nous avons échoué à démontrer aux Camerounais qu'en réalité, Camerounais anglophone ou bien Camerounais francophone, c'est une étape simplement d'un Cameroun parti du Cameroun avec K, donc Cameroun allemand. Parce que très bientôt, nous serons des Camerounophones. Et on va enlever le hiatus Camerounais anglophone, Camerounais francophone, parce que presque tous nos enfants sont en train de devenir bilingues, anglais-français. Et en plus, il y en a qui pensent que lorsqu'on dit de vous que vous êtes anglophone, c'est simplement une question de droit de sang. Qu'en réalité, votre père ou votre mère doit être originaire soit du nord-ouest ou alors du sud-ouest. Mais très bientôt, il y aura aussi la question du droit du sol. L'enfant francophone né à Boya ou alors à Bamenda, en réalité, grâce au droit du sol, sera également anglophone. En plus, la règle élémentaire, notamment l'usage de la langue, fera de nous donc des camerounophones. Et ce sont des réalités d'environ d'ici 2030. La question ne se posera plus véritablement. Mais la presse n'a pas également pu communiquer sur les souffrances de l'anglophone, cette fois-ci droit de sang. Lorsqu'il vient à l'université de Yaoundé, il est largué parce qu'il est agressé par la langue française. Le français comme langue fusil, ça existe énormément. Lorsque vous êtes par exemple francophone et que vous travaillez à Boya et vous ne faites pas l'effort de bilinguisme, vous imposez à l'autre la dictature de votre langue de départ. C'est Paul Biya qui sera accusé. Donc, nous n'avons pas suffisamment pris des cas d'intégration nationale de réussite. Il y a beaucoup d'anglophones qui se retrouvent dans le Grand Sud, qui sont venus pour les plantations. Ils vivent aujourd'hui, mais ce sont des cas qui ne sont pas souvent présentés au public. Zakarinko de regretter mémoire. Jusqu'à présent, tout le monde sait qu'il est anglophone. Et dans le sud-ouest, il n'a jamais été contesté. La presse ne nous a pas suffisamment servi de tels exemples. Ensuite, donc, il faut, Lucrèce, investir, anticiper, investir les médias qui parlent. Il faut le savoir, journaliste CRTV, il m'est souvent arrivé de vouloir interviewer quelqu'un qui refuse. Parce que CRTV, ça avait rouge jaune. Et ça suppose mensonge d'État, ça suppose gabégie, ça suppose Biamosgo. Mais quand vous finissez par convaincre la personne, elle vous parle. Tout de suite après, elle appelle à la maison. Elle vous dit, attention, aujourd'hui,
je passe à la télévision nationale et il y a une dissonance cognitive. Les gens ne s'associent pas directement avec les médias d'État, même s'ils savent que ce sont les médias d'État qui sont légitimes et qu'en réalité c'est dans les médias d'État qu'ils souhaitent se voir exposés, mais ne voudraient pas, comment dire, ils ne voudraient pas faire partie de ce qu'on va appeler peut-être le mensonge d'État est construit. Heureusement, la CRTV d'aujourd'hui fait beaucoup d'efforts dans ce sens et les réseaux sociaux également. Nous devons donc... chaque Camerounais puisse s'identifier à nos programmes, à nos différentes émissions. Comment le dit bien? Juste en quelques secondes, professeur. Juste en quelques secondes. Sur la question de la communication gouvernementale, M. Ndjiki l'a dit, le conseiller technique le reconnaît d'une manière ou d'une autre, il faut changer totalement les schémas, les formats et même la façon de faire. Parce que réunir les médias ou les journalistes, quelques journalistes chaque soir, parler pendant 45 minutes et leur permettre de poser une ou deux questions, personne ne communique plus comme ça dans le monde. C'est entendu, le professeur Zogo a dit... Je pense que dans tous les pays du monde, il existe des conférences. Il a dit tantôt que le gouvernement a pris la pleine mesure. Oui, en quelques mots. En quelques mots, professeur Zogo. Ne caricaturons pas, n'est-ce pas, les conférences de presse, les points de presse. Ça existe dans tous les pays les plus avancés au monde. Moi, j'ai été au département d'État. Il y a des jours. Qu'est-ce que le gouvernement va changer dans sa communication? Non, et même si vous dites qu'il va changer, ça veut dire que ce qui est fait n'est pas bien pas fait. Nécessairement. Je l'ai déjà dit que il y a la question d'intégrer des moyens de communication modernes, enfin modernes, qui sont plus ou moins nouveaux. Et qui portent. Il faut le faire. Il faut le faire, mais attention, il s'agit du gouvernement. Vous savez, lorsque vous avez un compte Facebook, on peut pirater votre compte Facebook. Eh bien, il n'y aura pas d'effet du tout qu'on ait piraté votre compte Facebook. Mais imaginez-vous, un ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, dont le compte Facebook est piraté. Donc, c'est-à-dire qu'on va y aller. On y est même déjà parce que le MINCOM a un compte Facebook, il a un compte Twitter. Maintenant, la question des réseaux sociaux, eh bien, vous savez très bien que c'est une question qui nécessairement doit être intégrée dans les stratégies de communication du gouvernement. C'est bien noté, professeur. Madame, monsieur, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition des scènes de presse et c'est pour parler de ces seigneurs de la craie qui ont abandonné les salles de classe. C'est dans ce zooming que nous propose Oswald Medoum. Les chiffres sont un secret d'État, mais la réalité est bien là. Au Cameroun, il n'est presque plus de série de nominations qui se passent sans que l'on y reconnaisse le nom d'un enseignant qui visiblement a changé de cap. Les administrations, tous secteurs confondus, regorgent dans leurs effectifs de transfuges qui ont fait leurs adieux à la craie, pour laquelle ils ont pourtant été formés. Un phénomène que certains de leurs congénères disent comprendre. Pour beaucoup, c'est la résultante d'un mal-être. C'est à cause du mauvais traitement que les enseignants subissent à la sortie de l'école. Il n'y a pas un citoyen camerounais qui est ce qu'il est sans être passé par un enseignant. Malheureusement, c'est ceux-là qui sont, je dirais, au bas de la société. Le départ aussi de leur ministère d'origine peut s'expliquer par des questions qui ne peuvent pas faire chercher l'étude. Ce serait donc le moule du système qui ne convient plus. La réalité du terrain en fait déchanter plus d'un. Arrêt maladie longue durée, mise en disponibilité pour des convenances personnelles, les démissions ne disent pas toujours leur vrai nom. Pour d'autres, cette saignée des seigneurs de la craie répond plutôt à une logique. Si ces enseignants se retrouvent dans plusieurs autres administrations, cela est dû au fait que les enseignants sont mieux outillés que quiconque et sont mieux outillés au plan intellectuel que quiconque pour décliner les missions qui sont assignées aux administrations. Le fait est que les enseignements secondaires regorgent d'énormément de compétences qui peuvent être employées, exploitées un peu partout dans toutes les autres administrations camerounaises. Je crois que c'est ce qui justifie fondamentalement ce départ massif des enseignants vers d'autres administrations. Ne parlons plus donc dans ce cas de vocation. Quoi qu'il en soit, le phénomène n'est pas sans conséquences. Dans un contexte déjà marqué par un ratio enseignant-élève largement déficitaire pour les profs. Et ce sont encore ces mêmes profs qui chaque jour succombent au chant de ces sirènes qui font penser que l'herbe doit être plus verte ailleurs.
Merci Oswald, et vous ouvrez donc là par votre reportage la deuxième une de cette édition de Scène de Presse. Nous parlons de l'enseignant, des enseignants, de ces personnes qui nous ont façonnés, mais dont on ne parle plus toujours dans le bon sens, précisément de ces enseignants qui ont décidé de déposer la craie, comme vous venez de le voir dans ce reportage. Et nous avons été rejoints sur ce plateau par Paul Ombiono, bonsoir, qui est enseignant également et syndicaliste. Oui, je suis enseignant, bonsoir Lucrèce. Alors, vous venez de suivre ce reportage de Oswald de Medoum qui décrit un peu cette échec, je ne sais pas s'il faut parler d'échec, mais de cette désertion des salles de classe par les enseignants. Vous avez écouté vos collègues. Vous êtes d'accord avec eux que lorsque la craie ne paye plus, entre guillemets, on peut aller ailleurs? Non, Lucas, il ne faudrait pas voir cette désertion-là comme quelque chose, comme un échec. Il faut d'abord se dire que c'est la fonction publique. C'est la fonction publique qui gère tous les fonctionnaires. Donc, le fait de partir d'un ministère à un autre est bel et bien prévu dans le statut général de cette fonction publique. Donc, au lieu de voir ça sous la forme d'un échec, il faut plutôt s'interroger, il faut savoir, il faut se demander pourquoi. Justement, pourquoi partait-il? Pourquoi partait-il autant? Et plus encore aujourd'hui, alors que dans les salles de classe, on cherche les enseignants. Il y a un déficit criard en enseignants. Pourquoi partait-il? Le problème est double. Surtout après avoir pris le matricule. Le problème est double. D'abord, il y a des ministères concrets et qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas de personnel. Alors, on va puiser dans le vivrier où on va trouver de la compétence, parce que ça, il faut pas refuser cet argument. L'enseignant a cette facilité d'adaptation parce qu'il continue à travailler. Sauf que parfois ils occupent aussi des postes techniques. On a vu dans certains ministères où on a remplacé les journalistes par des enseignants, parfois des professeurs d'éducation physique. On a vu des ingénieurs qui ont été remplacés par des enseignants. Alors est-ce qu'ils ont toujours cette compétence-là pour pouvoir mener à bien ces missions, ce type de mission-là? La fonction publique dit que les cadres de A sont des cadres de conception. Cela veut dire, mais est-ce que un enseignant qui se trouve à un poste de direction n'a pas de sous-directeurs qui sont des techniciens? Quand les dossiers arrivent, il sait au moins à qui l'écouter, hein? Quand on vous nomme, on met autour de vous suffisamment de compétences pour que vous puissiez bien travailler. À vous de les utiliser. Hein? Moi, je dis, il faut voir le problème du pourquoi. Il y a dans l'enseignement un mal-être. Vous voyez, le président de la République a signé le statut depuis 2000, 17 ans après, il n'est pas appliqué. Alors, si on peut aller chercher fortune ailleurs, qu'on aille. Mais cela ne veut pas dire que... Quel est le problème avec ce statut-là? Quel est le programme? Pourquoi n'est-il pas appliqué? On nous fait croire qu'on attend que le président de la République signe les décrets, les textes d'application. Alors que sur le plan juridique, un décret est immédiatement exécutoire. Donc pourquoi quand il s'agit des enseignants, il faut attendre? Il y a d'autres décrets pour d'autres corps qui ont été signés longtemps après le nôtre. Mais le nôtre est resté aujourd'hui inappliqué. Et ce n'est pas seulement vrai pour le statut. La loi d'orientation de 98, elle supprimait par exemple le probatoire. Mais cela est encore là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui, dans l'éducation, ne sont pas... Alors, est-ce que cela peut justifier cette désertion Jackson Diké au point où les élèves se retrouvent sans enseignants pendant que ces enseignants-là se retrouvent en train de faire, j'ai envie de dire, ce pourquoi ils n'ont pas forcément été formés? Lucrèce. La question ne vous est pas adressée. Vous allez répondre. Vous allez répondre après. Permettez-moi de... Non, mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu quand même une accélération de la désertion depuis la réduction des salaires du début des années 90. Nous qui avons fait le collège quelque temps avant, le phénomène était beaucoup moins criard. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, il y a un vrai mal-être. Et je pense qu'il y a un problème de rémunération
des enseignants qui n'ont pas, comme la plupart d'autres fonctionnaires, peut-être des revenus additionnels, liés peut-être à la fonction, liés par exemple au poste, tout ça. Aujourd'hui, je crois... Il faut quand même relever que ces enseignants-là ne travaillent pas tout le long de l'année, qu'ils sont sûrs d'avoir au moins 2 mois, sinon 3 mois de vacances, qu'il y a quand même, il faut également dire qu'il y a certains enseignants qui publient des livres et qui sont utilisés. Il y a quand même des enseignants qui sont en partenariat avec des maisons d'édition. On ne peut pas dire qu'ils soient vraiment des mal-aimés. Il y a également des enseignants qui font des cours de répétition, des cours de répétition de médecine. Est-ce qu'ils sont si mal-aimés que ça? Non, c'est pas qu'ils sont d'être mal-aimés, mais s'il y a cette désertion, c'est qu'il y a un problème. Près de la moitié des enseignants formés ne sont pas au ministère en charge des questions d'éducation. C'est qu'il y a un vrai problème. Je pense qu'il faut absolument... Peut-être parce que l'école normale est simplement devenue une usine de production de matricules. Oui, et surtout qu'on voit même au niveau indiciaire, ils ne sont pas les plus mal lotis. Mais après, c'est dans l'exercice de leur métier qu'on voit le décalage avec les autres collègues qui ont fait les dames, qui ont fait les miens, qui ont fait tout. On voit immédiatement l'écart se creuser. Il peut devenir abyssal à un certain moment. Télésphore Babizo, vous avez commis une lettre cette semaine, une lettre d'amour à vos enseignants. Comment réagissez-vous à cette désertion? Est-ce que vous avez le sentiment que l'enseignant d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier? En quoi l'enseignant d'aujourd'hui diffère-t-il de celui d'hier? La première différence vient donc du bon de caisse. Cela a déjà été précisé. L'enseignant était très bien loti. C'était autour de 400 000 francs, presque 500 000 francs. Il n'avait donc pas le temps. Il n'avait pas le temps de regarder à côté. L'enseignant qui était affecté dans le Nord Cameroun venait passer ses vacances dans le Grand Sud. C'était par avion. Et cela, avec sa famille, bien entendu, cela n'existe malheureusement plus. Et de nouvelles vocations ont vu le jour. Elles sont plus lucratives. Ensuite, à un moment donné, à la fonction publique, eh bien, les recrutements étaient gelés. Il n'y avait que l'école normale supérieure qui garantissait encore l'entrée à la fonction publique. Et il y avait donc plus certitude en termes de vocation d'enseignant. On allait chercher la quiétude à l'école normale supérieure. À un moment même, il fallait monnayer cela. C'est donc la conséquence aujourd'hui. On prend le matricule et quelques temps après, on cherche à aller ailleurs. Mais il faut également reconnaître qu'un véritable enseignant est une compétence qui peut, après quelque temps, se retrouver dans une autre case et servir la nation comme cela se doit. Et il a dit, nombre de ministères sont créés, nombre de structures. Malheureusement, eh bien, il n'y a pas de professionnels liés à cette discipline-là. Il faut donc aller recruter les étudiants, les anciens étudiants de l'école normale supérieure. Paul Mbiono. Oui, je voudrais d'abord lever une certaine équivoque. Les enseignants n'ont pas 3 mois de congé. Les enseignants ont, comme tous les fonctionnaires, 1 mois de congé. Nous finissons les corrections des examens au mois de juillet. C'est à ce moment que vous avez les résultats que nous publions. Cela, c'est pas parce que les élèves sont en congé que les enseignants sont en congé. Et je voudrais vous dire que sur le plan statutaire, le proviseur doit monter tout un dossier. Et puis en semaine, vous ne travaillez pas tous les jours, vous ne travaillez pas de 7h30 mais vous ne voyez que le travail que nous faisons en vous travaillez 2 heures, 3 heures, non, 6 heures par semaine. Vous ne parlez que du travail heures. que nous faisons en classe pour dispenser les cours. On prépare ces cours-là à la maison. On corrige les copies à la maison. L'enseignant est celui qui dort le moins. Pendant que vous dormez, pendant que vous la coulez douce, nous travaillons à la maison. On devrait même... Nous travaillons également, nous faisons... Non, vous allez remarquer que les factures de courant de l'enseignant coûtent très cher. Parce qu'il travaille beaucoup dans la nuit. Et regardez ce qui se passe. L'enseignant découvre le livre aujourd'hui avec ses élèves. C'est à ce moment qu'il commence à préparer les cours. Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas dire que les enseignants ont beaucoup de temps de congé. Ça, il fallait lever cette équivoque. Et ensuite, rapidement? Oui, et maintenant, vous comprenez, et cela a déjà été dit sur ce plateau, que
les enseignants quittent. Voilà un statut qui est là depuis 2000, signé du président de la République, qui n'est pas appliqué. Quand vous voyez ce que les enseignants gagnent, quand on donne à un enseignant 15 000 francs de prime de documentation et de recherche, ça ne suffit même pas encore à alimenter une connexion Internet sérieuse. Pendant combien de temps vous allez économiser pour acheter un laptop ou bien pour acheter un dictionnaire sérieux? Vous comprenez que quand vous travaillez dans ces conditions, ça devient plus grave. Quand tout vous tombe d'en haut, les enseignants ne sont pas associés au choix des matériels didactiques. C'est les patrons du ministère qui décident du choix. Les enseignants ne sont pas associés au choix de la méthode, de l'approche. Quand vous nous imposez une approche qui exige que vous ayez 10 élèves et que nous nous retrouvons avec 100 élèves, comment pouvez-vous vous sentir à l'aise dans un tel cadre? Dès lors que vous avez la possibilité d'aller ailleurs, vous allez partir. Nous ne parlons pas des frustrations des nominations où vous passez 20 ans, 22 ans, 24 ans professeur hors échelle et on estime que c'est ceux qui sont sortis de l'école la veille qui doivent être nommés. Il y a pourtant un profil de carrière dans ce décret que je vous cite, le décret signé du président de la République. C'est 15 ans pour être proviseur, 10 ou 15 ans? 15 ans. 15 ans pour être proviseur. 15 ans pour être proviseur, en tout cas pour avoir un poste en rang de sous-directeur. C'est entendu. Docteur Kabitan. Sur la question des enseignants. Sur la question des enseignants, vous qui avez les deux casquettes. Je voudrais rappeler que, d'abord sur le dernier point, l'enseignant n'a pas 3 mois de congé. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai jamais eu 3 mois de congé. Vous en avez combien? Moins d'un mois. C'est-à-dire quand on finit les journées pédagogiques avant la rentrée, il y a moins d'un mois. C'est pas parce que j'ai jamais été libre de juin à septembre. Ce n'est pas possible. Donc, sur cette question-là, je crois que ce n'est pas vrai. Mais maintenant, sur le fait que les enseignants partent, c'est vrai, il y a ce problème social-là. D'abord, l'image de l'enseignant dans notre société. C'est pas assez valorisé. Avant, l'enseignant était celui, on avait vraiment envie de dire ça, c'était mon maître, ça, c'était mon professeur. Parce qu'on en est fier. Bon, aujourd'hui, on a l'impression que c'est pas tout à fait la même chose. Sur le fait qu'on a l'impression qu'ils partent, n'oubliez pas, quand on ferme les concours d'entrée à la fonction publique, il ne reste que l'école normale. Et les gens ont compris cela. Ils y sont allés, justement pas par vocation, chercher un matricule et puis aller faire ailleurs. Quant à l'adaptabilité, je suis d'accord avec la compétence, il y a plein de choses sur lesquelles un enseignant va se retrouver plus facilement que si vous preniez un ingénieur ou bien vous preniez, je ne sais pas, un administrateur. Parce que la formation de l'enseignant l'amène à s'adapter beaucoup plus facilement qu'un ingénieur ou un médecin. Donc, que les enseignants se retrouvent partout, je ne trouve pas que ce soit forcément une mauvaise chose. Mais c'est qui est à plaindre. Vous verrez un enseignant dans un bloc opératoire également? Non, pas du tout. Mais je crois que jusqu'ici, il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a pas encore d'enseignants. Mais à la tête de l'hôpital, comme vous. Oui, il n'y a pas encore. Mais à la tête, on peut avoir. Mais je voulais dire, en fait, c'est que l'enseignant peut se retrouver, mais quand on a dernièrement le ministre Minesec a fait des affectations de 110 pages de censeurs, parce que des établissements où on retrouve 10 censeurs, comment cela peut être possible? Mais ça veut dire qu'il y a des ressources humaines et qu'il y a un problème de gouvernance là. Il y a des ressources humaines qui ne sont pas bien utilisées. Dans les lycées de Brousse, il n'y a personne. Il y a des gens qui s'entassent jusqu'à 10 censeurs dans un même établissement. Un censeur est chargé d'une classe. C'est pas normal. Nous, on avait un censeur par établissement. Voilà, messieurs et madame, messieurs, nous sommes parvenus au terme de cette édition de Scène de Presse. Le temps nous tient quelque peu à la gorge. On va une fois de plus dire bonne fête à nos enseignants, ces personnes qui nous ont façonnés et qui nous permettent d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous leur souhaitons à Scène de Presse de rester dans les salles de classe. Madame, messieurs, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, messieurs, d'être venus. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.
Également, vous rétorquez que vous est bien arrivé de faire, je vais dire, ami-ami avec cette radio-là, et parfois au détriment des médias locaux. Pourquoi aujourd'hui voulez-vous que les médias locaux vous accompagnent dans, j'ai pas envie de, dans cette bataille-là? Aucun journaliste ne saurait être l'ami de personne. Le seul ami du journaliste, c'est sa conscience. Ce sont les faits qu'il observe et puis la position éditoriale du média qu'il emploie. Nous disons simplement, bon voilà, RFI est le bienvenu au Cameroun. Le Cameroun est le seul pays, je dis bien le seul pays au monde où RFI est installé avec 6 fréquences. 6, pas moins de 6. En France même, son pays d'appartenance, RFI n'émet qu'à Paris et à Lyon. Encore qu'à Lyon, c'est relativement récemment. Donc, oui, la France est un ami, est un pays ami du Cameroun. RFI est un média de service public. Et lorsque l'ambassadeur de France plaide pour la diffusion de RFI en bande FM au Cameroun, eh bien, au nom de cette amitié, eh bien, on donne suite à cela. Donc, maintenant, cela ne l'empêche pas de RFI de faire son travail. Nous nous en offusquons quand il ne fait plus son travail, 1, et 2, lorsque cela heurte les intérêts de notre nation. J'observe simplement, et aux permissions, que RFI est pratiquement le seul média qui a très souvent maille à partir avec les gouvernements, notamment dans les pays africains. On peut se poser la question de savoir pourquoi les pays de l'ancien précaré français, il faut oui, pour la plupart. Pourquoi pas RFI, pourquoi RFI, pourquoi pas BBC, pourquoi pas, je dirais même dans une certaine mesure, des médias transafricains comme Vox Africa, etc., etc. On peut se poser cette question. Alors, Jackson Diké, vous avez également suivi ce communiqué. Bonsoir. Déjà, vous avez suivi ce communiqué du ministre de la Communication. Quel commentaire ce communiqué vous suggère-t-il? Non, moi je peux tout simplement dire qu'un média est vecteur d'une idéologie environnante. Moi j'ai travaillé chez RFI, à la fin de ma formation. Je sais un peu comment ça se passe. Donc généralement il y a un environnement dans lequel les journalistes évoluent et ça peut amener qu'il y ait des prises de position sans que le journaliste ne sente véritablement qu'il est en train d'aller dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est tout un conditionnement qui se fait depuis là-bas. Vous savez, RFI, c'est pas une radio comme les autres. C'est un instrument de la diplomatie française. C'est une radio qui Alors, si je vous suis, si je suis votre raisonnement, cette posture éditoriale épouse la posture de l'Élysée, c'est ça? Moi, non, je ne vais pas dire la posture de l'Élysée, mais je pense que c'est un peu une vision française, voilà, de ce qui se passe au Cameroun. Et c'est pas simplement les gouvernants, c'est tout l'environnement. Vous savez, quand vous êtes dans un pays comme la France, où on sait que, voilà, si on ne voit pas le chef de l'État pendant 2 jours, il y a un problème. Bon, vous savez, vous pensez que c'est pareil partout. Parce que c'est l'idéologie environnante qui fait que, bon, voilà, le président, on ne l'a pas vu pendant 2 jours, donc il y a un problème. Alors qu'ici au Cameroun, on sait bien que le président peut travailler ailleurs, voilà. Donc, c'est un environnement qui conditionne les journalistes, qui amène à prendre des positions. Maintenant, après, ce qu'on peut demander aux journalistes de RFI, c'est d'être totalement journaliste, c'est-à-dire que d'évoluer comme nous autres, d'évoluer comme ils pourraient évoluer dans l'environnement français. Même si c'est l'environnement, du moment où ils ont fait le choix d'être des journalistes qui traitent de l'actualité internationale, qu'ils essayent de se mettre dans le moule international, dans le moule de ces pays et un regard beaucoup plus nuancé, beaucoup plus équilibré. On a l'impression que c'est toujours un regard qui est influencé par la manière de voir de la France, alors qu'il devrait plutôt faire un travail beaucoup plus journalistique. Télésoma Bisdo, bonsoir. Bonsoir Lucrèce. Alors vous avez également le sentiment que RFI fait dans l'hyperbole, dans la surenchère? Vous ne voulez pas parler de sensationnalisme parce que vous supposez qu'ils sont parfois mieux formés que nous. Eh bien, ils font dans le sensationnalisme. Regardez RFI, Radio Foot International, Ahmad Kalkaba Malboum, Issa Ayatou. C'était du sensationnalisme. La seule place où RFI accorde, je vais dire une plage simple au Cameroun, c'est peut-être la couleur tropicale pour diffuser nos musiques.
Pour le reste, RFI reste le poste colonial. C'est cela son nom au départ. Par conséquent, je n'en attends pas mieux parce que le média, c'est très exactement le message ici. Ce qu'on peut regretter, c'est la réaction, parce que la réaction en communication est presque toujours un peu fautive. Il faut être proactif. Et le sens de l'anticipation ici nous demande d'introduire les media literacies, l'éducation à la consommation médiatique. Alors si vous dites à l'élève, aux citoyens camerounais que, écoutez, RFI appartient au Quai d'Orsay et n'appartient pas à la maison du ministère de la Culture, ministère de la Communication en France, mais ils vont commencer à comprendre que non, ils produisent un message à destin. Et cette vocation-là est celle de la déstabilisation des pouvoirs africains. Vous pouvez parler du Cameroun, mais je n'ose pas vous parler de la situation d'Ali Bongo au Nimba, au Gabon tout à fait voisin. C'est la même cabale. Un tas habitant, bonsoir. Bonsoir. En tant que professionnel de la communication, quel grief pourrez-vous faire à RFI, porter contre ces traitements que RFI fait de l'actualité camerounaise, de l'actualité précisément dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Aucun, tout simplement pour une simple raison. Le ministre de la communication est dans son rôle. Il est porte-parole. RFI est dans son rôle également? Oui, RFI est dans son rôle. Le ministre de la communication est porte-parole du gouvernement. Il réagit à tout ce qui concerne le gouvernement, que ce soit les propos de RFI ou bien d'une agence de notation, que ce soit Human Rights Watch ou autre. Bien. Mais maintenant, le procès contre RFI, je me demande si on ne s'adresse pas, on ne se trompe pas de cible, puisque RFI, c'est un média. Et les journalistes font leur travail, tout média a une ligne éditoriale et une prise de position sur une question. RFI a pris une position à travers une posture éditoriale sur une question donnée dans un pays donné. M. Ndiké le rappelle, c'est un instrument du ministère des Affaires étrangères. Mais pourquoi le gouvernement, à travers son porte-parole, s'en prend à RFI ou s'attaque à RFI, dès lors qu'on sait que RFI, c'est quand même un instrument du gouvernement français? Il devait avoir une réaction de gouvernement à gouvernement, pas de gouvernement à médias. C'est-à-dire que quand RFI veut avoir les chiffres et quand dont parle le conseiller technique, c'est le gouvernement français, c'est l'ambassade de France qui intervient pour demander, pour faire ci. Quand RFI fait ses bourdes entre guillemets, on ne s'adresse pas à l'ambassadeur de France ou au gouvernement français, on s'adresse à RFI directement. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand il y avait l'affaire Pascal Crop, dans l'événement du jeudi, un ministre des Affaires étrangères de l'époque, français, qui s'appelait Guy Pen, il a été interpellé, étant en visite ici au Cameroun, au palais de l'Unité. Sa réponse a été, ben écoutez, monsieur, les médias sont libres en France. Et ce que dit un média français n'engage pas le gouvernement français. C'est ce qu'il a dit. Et je suis sûr, si vous interpellez une autorité française sur cette question, il vous dira les médias sont libres chez nous. Et ce que dit RFI n'engage pas le gouvernement français. Alors, professeur, je voudrais quand même qu'on s'arrête sur quelques propos qui sont ressortis de ces communications de RFI là, qui parlent de l'incapacité du président de la République à dialoguer. Pour les Camerounais que nous sommes et qui vivons ici, on peut quand même s'interroger peut-être. Et lorsqu'on parle de ces régions, lorsque RFI plaint le sort des régions anglophones qui sont ostracisées et méprisées, il y a quand même de quoi se poser des questions. Oui, mais il porte un avis, c'est-à-dire, je suis d'accord avec le conseiller. Un avis qui, selon vous, n'est pas biaisé. Est-ce que ce n'est pas une lecture partisane de la situation? On peut noter qu'il y a, c'est-à-dire, l'information est essentiellement contradictoire. Et il faut toujours équilibrer. Si vous donnez la parole à une partie, il faut donner la parole à la partie adverse. C'est le B.A.B.A. sur les mêmes questions et peut-être dans le même temps et dans les mêmes formats et dans les mêmes schémas. Ça, on peut noter que RFI ne fait pas toujours cela. Ça, on écoute RFI tous les jours. Je veux vous dire, moi j'écoute RFI avec une autre oreille.
quand RFI parle du Cameroun, quel que soit le sujet qu'on traite au Cameroun, ils ont 2 ou 3 choses à glisser dans l'information qu'on donne. Quand on a rappelé que ce président-là a déjà fait plus de 30 ans de pouvoir, qu'il a plus de 80 ans, et que dans ce pays-là, on condamne l'homosexualité, on a fait le tour de la question. C'est tout ce qu'ils veulent dire. Et évidemment, c'est ce qu'ils veulent passer. Donc, on enveloppe ça dans d'autres. Il y a également un 3e élément, c'est la mise aux arrêts du correspondant Aoussa de RFI. Oui, la mise aux arrêts du correspondant, évidemment, ça leur donne, chaque fois que l'audience doit passer, ils disent, ça rappelle effectivement ce genre de choses. Si on a un pays où on met des journalistes en prison, on ne s'arrête pas là. Il faut qu'on ajoute que ce pays est gouverné par la même personne depuis 30 ans et que cette personne a plus de 80 ans et que dans ce pays, les homosexuels n'ont pas droit de citer. Alors, quand on a fait ça, voilà le Cameroun, voilà le schéma du Cameroun que RFI dresse. Alors, Félix Zogo, est-ce que la crise dans les régions anglophones n'a pas atteint un niveau qui appelle un monitoring international de la communauté internationale et donc également de RFI? RFI ne fait pas partie de la communauté internationale au plan politique. RFI, le docteur Ntal a rappelé, est un média. Et un média, ce n'est pas une entité politique. Mais pour répondre à votre question, d'abord sur le fait que la crise aurait atteint une dimension internationale, oui. Peut-être même qu'elle est partie de l'international pour arriver ici, mais ce n'est pas ça le sujet, puisque le sujet ce n'est pas la crise, c'est le traitement que RFI fait de la crise. Maintenant, est-ce que cela autorise donc RFI, qui est un média, à fouler ainsi aux pieds les règles de base du journalisme? Je dis non, tant que c'est du journalisme. Mais RFI n'est pas dans le journalisme. Quoique média, RFI est une agence de communication stratégique pour la France. Il y a donc un mélange de gens entre une agence de communication stratégique à l'international. D'ailleurs, le grand groupe s'appelait la holding s'appelait il y a quelque temps audiovisuel extérieur de la France. Pourquoi audiovisuel extérieur? Parce qu'il y a une démarche à l'intérieur. Et je vous signale que peut-être que Jackson va le confirmer, mais quand moi j'étais encore étudiant à l'Institut français de presse, les journalistes de RFI n'étaient pas éligibles à la carte de presse en France. C'est très récemment, après un puissant lobbying d'ailleurs, qu'on a finalement, vraiment, la mort dans l'âme, accepté en France que ces gens-là puissent faire partie de la communauté journalistique. Ça, c'est un fait. Je sais que ça ne leur fera pas plaisir, mais c'est un fait. Alors, donc, c'est pour dire que bon, RFI se présente comme un média, mais il n'en est pas un. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Babizo. Oui, effectivement, il faudrait qu'on cesse de penser que, eh bien, la parole qui vient de RFI est une parole d'évangile. Mais comment le faire? Parce que RFI, dans RFI à France, et nous avons, au-delà de ce que vous recommandez fort opportunément, ça veut dire la proactivité, il y a une question d'état d'esprit de coloniser. C'est-à-dire que, écoutez, lorsqu'on vous dit, par exemple, qu'une caméra qui est fabriquée dans un pays aujourd'hui qui est l'un des premiers, l'une des figures de proue de l'économie mondiale comme la Chine, est forcément de mauvaise qualité parce qu'elle est fabriquée en Chine et pas en France, les gens croient. On vous appelle cela des chinoiseries, ce qui est faux. Ceux qui vont en Chine reviennent avec une autre idée. Donc derrière, il y a tout un conditionnement qui est un conditionnement, j'allais dire, culturel. Mais la faute à qui? La faute à qui? Est-ce que nous ne sommes pas, je pose cette question à Télésor Babizo notamment, la faute à qui si RFI occupe autant d'espace dans notre paysage médiatique local? C'est bien nous qui donnons tout cet espace-là. RFI, c'est nous qui lui accordons tout ce crédit-là. Tout à fait. La vérité, c'est que nous avons l'impression que lorsque nous consommons l'extérieur, eh bien cela a de la valeur. Alors que normalement, s'il y avait dans ces media literacies, chacun saurait que écouter au départ la radio de son quartier, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. La loi du monde kilométrique. Tout à fait.
tout à fait. Cela serait en train d'éduquer presque tout le monde. Cela ne recommande pas pour autant le rejet de RFI, le rejet total, parce que par ailleurs, il y a un contenu informationnel, un contenu pratique qui nous embobine même en réalité. Les émissions sur la santé, les émissions sur la société, en général ça marche, mais dès qu'on parle d'appel sur l'actualité, les choses commencent à se corser pour généralement dans les nations africaines. Et donc c'est un peu la faute à nous-mêmes, apprendre à consommer nos modèles à nous et essayer toujours se fier à ce qui est réel. Et ce qui est réel, ce sont les faits. Parce que le public ne s'y trompe, finit par toujours retomber sur ses deux pieds et retrouver la vérité. Car ce dont ces gens-là, toute la propagande, toutes les manœuvres d'intoxication dont ils font preuve sur les réseaux sociaux, eh bien, cela peut jouer peut-être face à un public crédule, naïf à un moment donné. C'est peut-être le cas. Mais c'est sur la durée. C'est sur la durée. Même les réseaux sociaux, même vous savez, les médias d'une manière générale, ils ont des phases. Nous sommes en phase de... Même déjà, je pense qu'on a amorcé le déclin en termes d'impact des réseaux sociaux. On a amorcé parce qu'on a dépassé la phase de la fascination. Et on est parce qu'aujourd'hui, la crédibilité des réseaux sociaux est remise en cause. Mais vous me posez la question de savoir, quand bien même le gouvernement aura une stratégie en matière de, on va dire, de médias... d'une manière générale, les médias cybernétiques et donc les réseaux sociaux, ce ne sera jamais pour faire ce que, n'est-ce pas, ce que cela font en face. Par exemple, il faut regretter une chose. Vous avez vu, le docteur Nta, comment on évoque, vous-même, comment on évoque avec vraiment une certaine... On est un peu mal à l'aise quand on parle d'une crise anglophone. On ne peut pas parler d'une crise anglophone et dire que cette question ne concerne pas les anglophones. C'est parce qu'on nous a imposé, justement, à travers une telle approche de contenu, une telle approche du discours, le fait que ce soit une crise anglophone. Il n'y a pas de crise anglophone, il y a une crise sécessionniste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont dit partition du territoire et sont passés à la violence. Donc, on a besoin de recul. Le gouvernement a besoin d'avoir pris le recul, de prendre ce recul, parce que d'abord c'est un phénomène nouveau, c'est un problème générationnel aussi, hein, faut le dire, parce que, écoutez, même moi qui vous parle, je n'ai pas peur de vous dire qu'il n'y a pas longtemps que j'ai un compte WhatsApp, parce que ça s'est imposé à un moment donné, je ne pouvais pas faire autrement que de ne pas, moi qui ne suis pas le plus... on va dire le plus sénile de tous les fonctionnaires du Cameroun. Donc c'est pour vous dire que à un moment donné, c'est un phénomène nouveau. Eh bien, on l'attendait, on le voyait venir. Maintenant, on l'a suffisamment maîtrisé. Et rassurez-vous, Ducresse, dans les semaines qui viennent, vous verrez très bien que le gouvernement vous aura entendu. Alors, Jackson Dickens, je vous pose la même question. On a vu tout le matraquage médiatique qu'il y a eu via les réseaux sociaux. Les activistes ont utilisé ce canal-là pour diffuser leur message. Comme je le demandais tantôt, professeur Félix Zogo, est-ce qu'il est temps que le gouvernement, lui aussi d'une manière ou d'une autre, change ses canaux de communication? Oui, il est plus que temps. Il est vraiment plus que temps parce que moi je fais le constat vraiment d'un échec de la stratégie communicationnelle du gouvernement jusqu'à ce moment-ci. Parce que vraiment, ceux qui sont aujourd'hui à la base des mouvements qu'on a commencé à découvrir il y a un an, ont investi les milieux de la communication, notamment au niveau international. On sait que notre communication au niveau international est aussi portée par la diplomatie, donc peut-être c'est un système qui est assez lourd, mais je le dis, je reviens là il y a une semaine vraiment d'un tour en Europe et je rencontre beaucoup les médias et tout le reste, je constate qu'il y a un vrai déficit de communication de nos gouvernants. Je pense qu'il faut aujourd'hui, il est plus que temps que le gouvernement se réveille, mette sur pied une stratégie claire, agressive et investisse tout, que ce soit les réseaux sociaux, les médias, que ce soit institutionnels, privés, publics, tout
ces médias. Il ne faut pas laisser le terrain à ces autres, parce que eux, ils occupent véritablement des terrains. Parce que quand vous arrivez dans un média et vous discutez peut-être avec un de vos amis journalistes, dès que vous voyez l'orientation de ces questions, vous sentez qu'avant vous, il y a quelqu'un qui est passé et que personne derrière n'est venu présenter une autre position. Voilà, donc c'est vraiment, de mon point de vue, je pense qu'il est plus que temps que le gouvernement se réveille davantage sur la question. Quel est son avis? Oui, j'ai peur d'une chose. Aujourd'hui, lorsque vous avez votre collègue, vous avez peur de dire anglophone. Cela résonne comme une insulte. Cela résonne comme si on réveillait le conflit. Et de la même manière, beaucoup de confrères aujourd'hui ne vont pas vous dire je suis anglophone, ils vont vous dire I'm English speaking. Ou alors je suis camerounais d'expression anglaise. Pour éviter cela, évidemment, le conflit, lui, il est déjà présent. Et il est présent parce qu'au départ, on a négligé la question linguistique. Nous partons du Cameroun avec K. Beaucoup l'ont oublié, le Cameroun allemand. Si nous avions suffisamment éduqué nos populations, nous savons que l'impact médiatique n'est plus ce qu'il était dans le temps, mais il reste quand même des influences. Nous avons échoué à démontrer aux Camerounais qu'en réalité, Camerounais anglophone ou bien Camerounais francophone, c'est une étape simplement d'un Cameroun parti du Cameroun avec K, donc Cameroun allemand. Parce que très bientôt, nous serons des Camerounophones. Et on va enlever le hiatus Camerounais anglophone, Camerounais francophone, parce que presque tous nos enfants sont en train de devenir bilingues, anglais-français. Et en plus, il y en a qui pensent que lorsqu'on dit de vous que vous êtes anglophone, c'est simplement une question de droit de sang. Qu'en réalité, votre père ou votre mère doit être originaire soit du nord-ouest ou alors du sud-ouest. Mais très bientôt, il y aura aussi la question du droit du sol. L'enfant francophone né à Boya ou alors à Bamenda, en réalité, grâce au droit du sol, sera également anglophone. En plus, la règle élémentaire, notamment l'usage de la langue, fera de nous donc des camerounophones. Et ce sont des réalités d'environ d'ici 2030. La question ne se posera plus véritablement. Mais la presse n'a pas également pu communiquer sur les souffrances de l'anglophone, cette fois-ci droit de sang. Lorsqu'il vient à l'université de Yaoundé, il est largué parce qu'il est agressé par la langue française. Le français comme langue fusil, ça existe énormément. Lorsque vous êtes par exemple francophone et que vous travaillez à Boya et vous ne faites pas l'effort de bilinguisme, vous imposez à l'autre la dictature de votre langue de départ. C'est Paul Biya qui sera accusé. Donc, nous n'avons pas suffisamment pris des cas d'intégration nationale de réussite. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. Scène de Presse, c'est votre plateforme de débat dominical sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté. Au menu de ce 443e numéro, pour qui roule Radio France Internationale, la question taraude des esprits suite au communiqué du ministre de la Communication du 4 octobre dernier, communiqué dans lequel Issa Chiroma Bakari fustige le traitement que RFI fait de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le ministre de la Communication parle, je cite, d'attaques abjectes et répétitives de RFI contre le Cameroun sous le couvert d'interviews de personnes hostiles à la paix, à l'unité et à la stabilité de notre pays. Fin de citation. Cette sortie du ministre de la Communication intervient alors que sur place au Cameroun, le CNC appelle les journalistes à la retenue et à la responsabilité. Ce soir, nos invités décryptent la posture éditoriale de RFI et déroulent sur la communication de crise.
Seigneurs de la craie, ils le sont à la fin de la formation, mais le demeurent-ils? La question s'est encore posée jeudi dernier, 5 octobre, journée mondiale des enseignants. Placée sous le thème « Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants », cette 23e édition remet au goût du jour la problématique de la désertion des salles de classe par les enseignants. Pourquoi? Notre panel piste les réponses ce soir. Également au menu de votre émission ce soir, vos rubriques habituelles, la revue de presse de Daniel Menanga en zooming, arrêt sur ces tuteurs de la connaissance qui ont abandonné la craie. Mais avant, faisons connaissance avec nos invités du soir sous la plume de Christelle Avom. Félix Zogo est inspecteur général au ministère de la Communication et SG par intérim. Précédemment conseiller technique numéro 1, le maître de conférence est un bureaucrate invétéré. Homme des médias, Félix Zogo aime également arborer sa casquette d'universitaire. Docteur en sciences de l'information et de la communication, il a été enseignant à l'ESTIC. Il est expert en communication politique et communication gouvernementale. Nta Habitant, Jean, est chargé de cours à l'ESTIC. Journaliste principal hors échelle, il est diplômé de l'ESTI en 1988. Chercheur à l'unité de formation doctorale, Jean Nta Habitant est sous-directeur de l'information au MINREX. S'il est expert en communication institutionnelle et en relations publiques, ses nombreux stages dans des groupes de médias font de lui un expert en pratique du journalisme. Il nous instruira sur comment communiquer en période de crise. Jackson J.K. est journaliste diplômé de l'ESJ de Lille. En 2001, option télévision. Titulaire d'une licence en sciences économiques, il a été directeur général de Canal+ Afrique. Si depuis 2013, il est consultant international en audiovisuel, il faut préciser qu'il a été chargé d'études pour l'audiovisuel à l'Organisation internationale de la francophonie. Paul Ambiono est professeur de philosophie. Professeur des lycées et collèges hors échelle, il est le censeur du lycée de Ngetsambana, Ombessa. Chevalier des palmes académiques, il est titulaire d'un DEA en philosophie. D'ailleurs, il prépare une thèse de philosophie sur l'ontologie de Nietzsche à l'université de Yaoundé 1. Il est le chargé de la communication au Syndicat national autonome de l'éducation et de la formation. Merci Christelle. Nos invités répondent tous présents et place nette à la première une de ce débat. Nous parlons de la posture éditoriale de Radio France Internationale suite au communiqué du ministre de la Communication qui fustige, on l'a dit à l'entame de cette émission, qui fustige donc le traitement que cette chaîne de radio fait de l'actualité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Professeur Félix Zogo, bonsoir. Bonsoir. Alors, que reprochez-vous au ministère de la Communication, que reprochez-vous à Radio France Internationale? On reproche simplement à Radio France Internationale de faire son travail dans un sens qui aille à l'encontre des intérêts du Cameroun. Donc, nous comprenons très bien que Radio France Internationale puisse avoir une position éditoriale, peut-être même idéologique, mais dès lors que cela heurte la sensibilité, mais surtout les intérêts supérieurs de la nation camerounaise, et il revient au pouvoir public camerounais, et même à tout Camerounais, même aux journalistes camerounais, de s'en offusquer. En tout cas, le gouvernement, lui, a pris ses responsabilités. Nous notons simplement que ce n'est pas la première fois, de toutes les façons, que RFI a une posture pareille lorsque nous sommes en situation de crise. Les occurrences sont légion. Donc, particulièrement en ce qui concerne cette situation, cette crise, on a d'abord vu des genres que je pourrais appeler des genres d'opinion. Et là, effectivement, lorsque on fait une chronique ou un éditorial, on exprime, je pense, la position du média, et à partir de ce moment-là, le journaliste est dédouané.
journalistes dédouanés parce que en réalité, ça aurait encore été peut-être un récit, peut-être une enquête, peut-être un reportage qui privilégie les faits, on l'aurait compris, mais dès lors qu'il s'agit d'un éditorial, par exemple, eh bien, on sait que c'est la position du média. Maintenant, les revues de presse, alors là, c'est une mascarade journalistique inqualifiable et incompréhensible de la part d'un média de l'envergure de RFI, lorsque d'abord 2 jours, en 2 jours successifs, eh bien, c'est le même sujet, c'est la crise anglophone au Cameroun, et ensuite, ce sont les mêmes médias, le même pays, venant du même pays, sans aucun regard pour les médias même. Vous nous dites souvent, vous les journalistes, bon, le mort kilométrique, donc je pense que les médias camerounais sont plus prompts à traiter de cette question parce qu'ils la vivent au quotidien que les médias burkinabés. Donc tout cela l'un dans l'autre a fait penser qu'il fallait quand même exprimer cette désapprobation. Maintenant on va voir comment ils vont réagir. On a pu noter que vers la fin de la semaine, il y a une tentative de rééquilibrage. Nous les encourageons à faire pareil. Nous leur demandons. Alors vous souhaitez que les journalistes, que tout le monde s'offusque de ce traitement, notamment les journalistes camerounais, mais les journalistes camerounais pourraient éviter d'extérioriser, que tout ce qui est meilleur vienne forcément d'ailleurs. Jackson Diké. Oui, je pense que nous devons construire des médias nationaux forts. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces médias qui travaillent pour une idéologie essayent de nous imposer cette idéologie. Si nous, on n'a pas des médias en retour qui peuvent résister à cela, qui peuvent transmettre l'idéologie qui est la nôtre, on sera battu. Donc aujourd'hui, quand vous voyez un média comme RFI qui arrive dans un pays, là-bas, ils sont bien conscients de l'effet qu'ils font. Ça, c'est sûr. Ils vous disent, bon, le Cameroun a encore la chance d'avoir libéralisé son environnement très tôt. Donc, ça fait qu'il y a vraiment de la concurrence. L'effet est beaucoup moindre au Cameroun qu'ailleurs, que dans d'autres pays. Mais il faut que les gouvernants camerounais comprennent que nous devons avoir des médias forts. Parce que quand on a établi un consensus national, ici, tous les médias quasiment ont adhéré à ce consensus. Nous sommes tous consensus national. Ici, tous les médias quasiment ont adhéré à ce consensus. Nous sommes tous d'accord que la question de la sécession ne se pose pas ou est analysée comme avec des pincettes. Mais ailleurs, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas que des médias qui pensent autrement puissent imposer ça chez nous. C'est-à-dire que si vous êtes en France aujourd'hui, vous commencez à avoir des doutes sur les attentats. Si vous êtes un média français, vous dites, ah oui, voilà, vraiment ces attentats, il faut qu'on les questionne. On vous met au banc de la communauté journalistique. Parce que là-bas, il y a un consensus sur ces questions. Nous, on a établi notre consensus ici, mais il se trouve qu'on a donné beaucoup de force à un média qui, lui, n'obéit pas à ce consensus et qui peut fragiliser tout l'ensemble. C'est entendu, nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour revisiter l'actualité de la semaine. Et c'est dans cette revue de presse que signe Daniel Menanga. La paix retrouvée, un acquis à consolider. Cameroun Tribune observe que la vie a repris son cours normal depuis 5 jours au nord-ouest et au sud-ouest. Mais mutation sent une pression s'accentuer sur Yaoundé. À la suite de l'ONU, les États-Unis demandent que la lumière soit faite sur les violences du 1er octobre 2017. Le jour fait se confronter les chiffres des morts du 1er octobre. 11 pour le gouverneur de la région du Nord-Ouest, 17 pour Amnesty International. Le Messager, lui, soutient qu'au moins 100 manifestants ont été tués ce fameux 1er octobre. L'intox s'est incontestablement glissé dans le traitement médiatique des événements. Le porte-parole du gouvernement tranche 10 morts dimanche dernier. Mais l'unité des Camerounais face à la menace de sécession est forte. We are one, affiche Cameroun Tribune. 11 pages spéciales consacrées à la mobilisation pour le vivre ensemble. Et c'est ensemble que les enseignants remettent en question leurs conditions de travail. Écho dans les colonnes du jour. La 23e édition de la Journée mondiale des enseignants fait ressentir à mutation l'insécurité et la frayeur des seigneurs de la craie. Malgré les revendications, le quotidien de l'économie enregistre une petite victoire. 883 enseignants fait chevalier des palmes académiques.
Merci Daniel Menanga. Retour sur le plateau pour continuer le débat. Habitant, cette crise anglophone ne remet-elle pas au goût du jour la communication? Comment les journalistes doivent communiquer en cette période-ci? Je précise que le CNC a fait une sortie cette semaine pour appeler les journalistes à plus de retenue, à plus de responsabilité. Comment nous, journalistes, devons-nous communiquer en cette période? D'abord, moi, j'attends pas d'un journaliste qu'il communique sur la crise anglophone. J'attends des journalistes qu'il informe son public sur ce qui se passe sur le terrain. Parce que ceux qui communiquent sur la crise anglophone sont par exemple les gouvernants, c'est-à-dire le milieu de la communication communique sur la crise anglophone. Un journaliste, on attend tout simplement de lui qu'il fasse son travail. Le 1er octobre, on l'a annoncé, un 1er octobre de tous les dangers, de toutes sortes de choses, rendre compte de ce qui s'est passé sur le terrain, objectivement, avec la possibilité de pouvoir traiter de manière contradictoire l'information. C'est ce que moi j'attends du journaliste. Évidemment, le CNC a fait des sorties. J'ai vu sur des plateaux de télévision des gens appeler à la violence, à la haine tribale. D'abord, quand quelqu'un s'adresse, il dit les anglophones, ils font ceci, il faut qu'on fasse des rafles dans les quartiers des anglophones, ce genre de choses. Je ne suis pas sûr que ce qui se passe dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, tous les anglophones soient d'accord. Que les enfants n'aillent pas à l'école, que des bombes explosent, que l'on brûle le drapeau du Cameroun, que l'on hisse un autre drapeau, que l'on parle de sécession. Je ne suis pas sûr que tous les anglophones soient d'accord. Donc, quand on prend la parole sur cette question-là, vraiment, de grâce, il ne faut pas penser que les anglophones sont... Non, vous ne pouvez pas commencer par dire les anglophones, les anglophones, les anglophones. Les anglophones, ce n'est pas une ethnie au Cameroun. Ce n'est pas une tribu. Donc, et même si c'était cela, on n'indexe pas et on n'adresse pas les questions de cette manière-là. Donc, le CNC, ce qui est attendu minimalement de lui, d'après sa manière de fonctionner, serait qu'il s'auto-saisisse, s'il n'est déjà pas saisi, justement de ce type de questions, parce que on ne peut pas, ce que j'ai entendu sur certains médias, on ne devrait pas laisser passer cela. Le journaliste doit traiter la question anglophone comme n'importe quelle autre information, donner la parole. Donc, malheureusement, les gens qui eux, se présentent comme sécessionnistes, je ne suis pas sûr qu'ils puissent même recevoir des journalistes, un journaliste qui veut vraiment faire son travail, parce qu'ils ont utilisé d'autres moyens, ils ont envahi les réseaux sociaux. J'ai reçu des messages où quelqu'un dit: je vous parle d'Afrique du Sud, Camerounais, il fait comme un discours à la nation, ainsi de suite. Alors, parlons justement des réseaux sociaux, que la communication traditionnelle, telle qu'elle se déroule jusqu'ici, n'a pas montré quelque peu des faiblesses. Vous savez, vous dites les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas les réseaux sociaux, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui sont en cause, à mon sens. Ce sont les appropriations qu'on en fait. Alors le gouvernement ne peut-il pas s'approprier ces réseaux sociaux-là pour communiquer? Je suis en train d'y venir. On parle d'avoir envahi les réseaux sociaux par les sécessionnistes. On l'a relevé, c'est vrai qu'ils l'ont fait. Mais c'est un boomerang. C'est une arme à double tranchant. Parce qu'il faut bien